Alors, le plus ancien, c'est celui-ci, 1844. Hein, c'est 16122, c'est son numéro de série. Il est en courbaril, c'est un bois qui est différent de l'acajou et il varie entre le jaune clair et le noir. C'est un bois très veiné, on dirait presque, on dirait qu'il a un habillage comme un pyjama. Bon, Ouais. ça c'est du courbaril. Alors, le piano fait 2,05 m. À l'époque, ils avaient deux modèles de piano, le petit format et le grand format. Le petit format faisait 2,05 m, 2 mètres, dans les 2 mètres. C'est le piano qui a donné par la suite, qui a évolué vers le numéro 1, donc de 2,12 m. Ah oui, d'accord, c'est le 2 mètres queue, le demi-queue. C'est le piano précédent, ça. Voilà, ça c'est son origine. Petit format est devenu plus tard le numéro 1 en 1858 jusqu'en 1938. D'accord. Donc ça c'était le petit format. À côté, ils avaient un autre piano plus grand qui était le grand format, comme celui-ci, 2,40 m. D'accord. Donc c'est resté très longtemps chez Erard, un petit format, un grand format. Petit format, piano de salon, grand format, plutôt piano de concert. Voilà. Alors, au niveau de la tessiture, c'est-à-dire du clavier, en fait, la note la plus grave, c'est un Do. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 octaves et demi. Il va du Do au Fa, au Sol, pardon. Ouais. Do, Sol. Alors que les pianos modernes vont du La au Do aigu. Ok. Donc lui, il a 80 notes, je crois, 80 notes, Do, Sol, ou 80... Alors, il manque alors, on est au Sol, il manque le Sol dièse, le La, donc 2 notes ici, plus que ça, le La, le Si bémol, le Si et le Do. Donc pour un piano moderne, il y a encore 5 notes au-dessus, et le Si, Si bémol, et La, et 3 notes. Donc il y a un répertoire qu'on ne peut pas jouer avec ce piano. Alors, oui, enfin, un répertoire, ça dépend, parce que, oui, alors, on ne peut pas jouer Brahms, par exemple, parce que Brahms utilise le La grave. Ouais. D'accord. Donc, c'est assez compliqué de jouer certaines pièces de Brahms. La Rhapsodie, par exemple, oui, c'est ça, la Rhapsodie de Brahms, elle descend au La grave. Donc, en fait, là, il y a 3 notes qui manquent et 5 notes à l'aigu. Donc, les pianos modernes, c'est 88 notes. Lui, il n'en a que 80. Par contre, on peut jouer tout Chopin. Parce que je crois que la note la plus aiguë chez Chopin, c'est le Fa dièse. Donc en fait, tout Chopin peut être joué sur ce piano-là. D'ailleurs, c'était à cette époque, 44, il est mort en 49, donc c'est assez logique que toute son œuvre puisse être jouée là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre pour l'instant? C'est tout pour l'instant sur ce piano, donc 1844. Après, on passe à ce piano-là. Et on remarque tout de suite qu'il y a effectivement le Si bémol, le Si bémol, le La en plus, en bas. Ouais. Et là, il monte jusqu'au La. Donc, et pas jusqu'au Do, comme les pianos modernes. Et c'est un 85 notes, donc exactement 7 octaves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Complète. 7 octaves complètes. Il fait 2,40 m. Ouais. Et il est en acajou. Un acajou... moiré, voilà. Donc, voilà. D'accord, donc celui-là, les dates, c'est... 53, 1853. D'accord, il est un peu plus... récent. Donc, récent il a que 9 ans de moins que Exactement. Voilà. Mais donc, alors, il faut savoir que chez Erard, il y avait déjà des grands modèles en 42, donc bien avant celui-là, qui avaient déjà les 7 octaves. D'accord. C'est celui que j'ai vu récemment, là, vers Chantilly. C'est un Erard de concert, grand modèle, donc 2,40 m, qui lui a vraiment les 7 octaves. Alors voilà, mais en fait, c'est vrai que rapidement, ça a été un peu, comment dire, les gens se sont, comment dire, ces pianos-là ne plaisaient pas trop parce qu'il n'y avait pas assez de notes. Donc en fait, ça se vendait finalement pas beaucoup. Parce qu'ils sont passés rapidement au clavier à 85. D'accord, oui. 7 octaves. Bon, ben ça, c'est celui-là, on le connaît, oui. C'est le série numéro 1 le plus connu. Voilà, c'est fabriqué en 10 000 exemplaires, donc 2,12 m, numéro 1, 7 octaves, donc pareil, là, en palissandre. Ouais, qui est un assez joli piano d'ailleurs. Voilà, donc c'est le modèle le plus fabriqué chez Erard, en 10 000 exemplaires. Ouais, puis la longévité est assez extraordinaire aussi. 80 ans, le même modèle.
Voilà. Donc ça c'est super. Et alors celui-ci. Bon, la caractéristique de tous ces pianos, si on remarque bien, c'est que toutes les cordes sont parallèles. Ouais, Ce sont tous des pianos à cordes parallèles. Les cadres, en fait, sont tous avec une partie métallique ici qu'on appelle la girafe, sur lesquelles sont fichés les pointes d'accroche où sont tendues les cordes. Ouais. Donc en fait, les cordes sont agrippées par des pointes d'accroche qui sont dans le fer. Tout à fait. Alors que dans les années 1830, chez Pleyel, par exemple, c'était enfoncé dans du bois. Ouais. C'est-à-dire que c'était une planche en bois et souvent, elle se décrochait parce que le bois jouait. Donc ils ont renforcé avec des girafes en fer. Déjà là, sur ce piano de 1844, il y a une girafe en fer qui va de là jusqu'au fond. C'est-à-dire elle est complète. D'accord. Chez Pleyel, il y avait des demi-girafes. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des girafes qui allaient jusque là sur les cordes aiguës. Et après, dans les graves, c'était planté dans le bois. D'accord. Cette girafe est accrochée à l'avant par des barres. Là, il y a 5 barres. Sur l'autre, il y en a 6. Et après, sur l'autre, il y en a encore 5. D'accord. Et c'est vissé. C'est-à-dire ces barres, on peut les démonter. Ouais. Ce qui fait qu'on appelle ça un cadre serrurier. C'est-à-dire c'est un cadre qui n'est pas coulé d'une seule pièce. Ouais, d'accord, ok. Les barres sont assemblées. Alors, c'est des renforts métalliques. En fait, c'est apparu dans les pianos aux alentours des années 1815. Ouais. À l'époque où on faisait des progrès dans la métallurgie. Donc l'acier a été introduit en France. Ce sont les Anglais qui nous ont appris à faire de l'acier. Dans la vallée de Saint-Étienne, des aciéries se sont installées et les pianos ont pu évoluer vers des tessitures plus larges à cause du fait les progrès de la métallurgie. D'accord. Parce qu'en fait, il faut quand même savoir que sur un piano comme ça, sur un demi-queue, il y a à peu près 12 tonnes de tension. D'accord. Alors, évidemment, plus on rajoute des notes, plus la tension augmente. Donc, au début, ils avaient des claviers qui étaient, sur les pianos portés, qui étaient des fa-fa, 1, 2, 3, voilà. C'était à peu près ça, 5 octaves. Et il n'y avait pas de renfort métallique, parce qu'on ne pouvait pas... si on rajoutait des notes, on donnait de la tension supplémentaire au piano et on risquait de le casser. Et la métallurgie a permis d'abord de faire des cordes en acier plus résistantes, donc aptes à être tendues de manière plus forte, et aussi des renforts en acier qui font que le piano se tient. Donc on voit que ça suit quand même pas mal l'évolution des techniques, en fait. Exactement. Des découvertes, des techniques et des améliorations. C'est la métallurgie qui a permis au piano d'évoluer vers une tessiture plus large et avec des tensions plus fortes. Alors pourquoi un piano est plus puissant qu'un autre? C'est parce qu'en fait les cordes sont plus grosses et plus tendues. Plus tendues, oui. Sur les pianos d'aujourd'hui, par exemple, il y a une 25 tonnes de tension qui est très importante. Voilà. On ne pourrait jamais mettre 25 tonnes de tension là-dessus. Ouais, le piano se plierait, quoi. Il se plierait, il casserait, le soulier, les chevilles, ça arracherait, enfin il se passerait quelque chose. Il se passerait quelque chose. Donc après, là il y a peut-être, je dirais, sur un piano comme ça, il y a peut-être 15 tonnes de tension, et un peu plus, parce que d'abord il y a plus de notes, et puis bon, les renforts sont plus solides, on peut tendre davantage. Voilà. D'accord, et parlons un peu du grand là-bas au fond. Alors le grand, alors là, la différence fondamentale avec les trois autres, alors toujours pas de différence, c'est un corde parallèle, toutes les cordes sont dans un même plan parallèle. Par contre, le cadre est moulé d'une seule pièce, c'est un cadre en fonte. C'est ça, oui. Voilà, et donc ça c'est extrêmement solide. Alors Erard n'était pas très partisan des cadres en fonte, parce que lui tenait à trouver que la sonorité des pianos était meilleure, plus claire, plus limpide. Ils ont fait des essais, d'ailleurs, ça ne date pas du début du XXe siècle, ça a déjà des gens en Europe avaient inventé ce système de cadre en fonte. Erard avait essayé, n'avait pas été persuadé par ça, et a continué à fabriquer des pianos à cadre parallèle. Et à ton sens, il avait raison ou bien il a tort? En fait, il a dû suivre l'évolution des modes, c'est-à-dire qu'en fait, Steinway, qui est arrivé en Europe, a dit c'est la référence en matière de c'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus stable, on peut mettre plus de tension. Effectivement, sur un cadre en fonte, on peut tendre davantage les cordes parce que c'est très solide. Là, il peut y avoir 25 tonnes de tension sur un cadre comme ça. Voilà. Donc ça donne la puissance au piano. Erard n'était pas persuadé que le gain en puissance compenserait la perte en clarté.
Voilà. Mais il l'a quand même fait parce que, alors, il n'a pas voulu. Alors, la différence entre un piano moderne et ce piano-là, il a un cadre en faute, mais les cordes ne sont pas croisées. Tandis que sur un piano moderne, les cordes basses passent au-dessus. Au-dessus des cordes. Des cordes aiguës, oui. Des cordes en acier. En tout cas, du les médium. cordes en acier vont là et les cordes basses passent au-dessus. Et le chevalet des basses est plus au milieu. D'accord. Alors, quel est l'intérêt de croiser les cordes? C'est simplement parce qu'on a estimé que la corde qui est la plus grave ici, le La grave, était trop proche de l'échine. Ouais. Donc, le chevalet étant la partie qui transmet la vibration de la corde à la table, était dans un endroit de la table qui ne vibrait pas beaucoup. Ouais. Donc, on s'est dit, ce chevalet, on va le déplacer vers le centre, comme ça, on va pouvoir utiliser davantage la vibration de la table. Le problème, c'est que ça veut dire que la dernière corde filée est plus centrée ici et la première des cordes acier est derrière. C'est-à-dire qu'en fait, le son, au lieu de faire d'aller comme ça, il faisait comme ça, et il revenait. Ouais. Et en fait, il y a une cassure entre la dernière filée et la première des cordes, ce qu'on appelle le passage. C'est l'endroit où on passe des cordes filées. Voilà. Là, cette note-là, elle tape encore des cordes filées. Ouais. Et celle-là, elle passe sur des aciers. D'accord. Et le timbre est un peu différent. On voit que, alors, c'est pas forcément trop marquant ici, parce que les cordes sont parallèles, donc en fait le son se déplace correctement. Ouais. Sauf que sur un croisé, on sent vraiment une nuance vraiment différente, beaucoup plus forte. Alors évidemment, quand le pianiste y joue sur toutes les notes, enfin, on le sent pas trop, on l'entend plus. C'est un peu noyé. On l'entend plus. Voilà. Alors, si je comprends bien, en fait, il y a quand même une obsession de la puissance qui est quand même en jeu dans ces recherches et dans ces fabrications. Ouais. Du piano, quand même. Ouais, alors lui, il a aussi encore une autre caractéristique, c'est qu'il a 90 notes. Ouais. C'est-à-dire qu'il monte comme sur les pianos modernes jusqu'au Do aigu. Normalement, sur un piano moderne, la 88e note. Mais là, il y a 2 cordes supplémentaires. Normalement, un piano moderne s'arrête au La. Lui, il a le Sol dièse et le Sol, en plus, qui n'existe pas sur les autres pianos. Alors pourquoi? Parce qu'Erard a dit à ce moment-là, si le problème, il vient que la dernière corde, le La, est trop proche de la ceinture, on va rajouter des cordes qui ne servent à rien. Exactement. Donc, au lieu de déplacer le chevalet, en fait, on agrandit la queue du piano et du coup, la dernière note jouée, elle sera quand même plus éloignée. C'est assez intelligent, en fait. Ouais. Hein. Ouais. Sauf qu'après, les compositeurs ont dit, s'il y a un sol, on va écrire une partition avec un sol. Donc, évidemment. En fait, c'était pas trop le... Finalement, ça... Bon. Donc, l'avantage du piano croisé, c'est essentiellement sur le fait qu'on va éloigner les basses de la ceinture, on va les mettre au milieu. Ouais. Mais comme sur un piano moderne, déjà, les basses sont puissantes, on ne fait qu'augmenter la puissance des basses, ce qui fait qu'en fait, on déséquilibre davantage le piano contre les médiums ou les aigus. Ce qui fait qu'en fait, souvent, les pianistes débutants ou pas forcément aguerris ont tendance à noyer l'œuvre dans les basses, d'avoir le pied trop lourd sur la pédale et d'avoir un halo. Alors même si on fait attention, souvent c'est le reproche qu'on fait au piano moderne, c'est qu'il y a le fait que les cordes basses résonnent beaucoup plus longtemps que les cordes aiguës. Si on tape un La et un La, lui il continue à résonner alors que le La, celui-là, depuis longtemps s'est éteint. Tout à fait. Donc il faut quand même faire attention qu'il ne faut pas que le piano soit trop puissant dans les graves, parce que ça risque, dans le jeu du pianiste, de couvrir les médiums ou les aigus. Voilà. En fait, après, c'est un jeu différent, c'est-à-dire que le pianiste, il s'adapte. S'il voit qu'il y a trop de basses, il va être un peu plus léger de la main gauche. Après, chacun réagit. Bien quoi. sûr, tout à fait. Et pareil, sur des pianos plus anciens, quand on n'a pas assez de basses, on peut avoir la main
gauche peut-être plus énergique Ouais. pour redonner du... Alors, il y a aussi encore une autre chose qui est importante chez Erard, c'est que ça c'est le système corde parallèle, c'est caractéristique Erard, corde parallèle, cadre serrurier. Il faut quand même savoir que ce piano il est de 1913 et Erard a vendu jusqu'en 1931 ce modèle-là. Ouais. Donc il y avait quand même une demande des pianistes pour garder ce système de cordes, de piano avec des cordes, avec des cadres serruriers. Ouais. Alors que celui-là existait déjà depuis longtemps, ce modèle-là. Ouais. Alors, il faut aussi dire que ce modèle, il a été construit qu'en 10 exemplaires. Pourquoi? Parce que Erard, justement, voulait faire un essai. Toutes les nouveautés chez Erard étaient principalement destinées au marché anglais. Ouais. Il y avait une filiale à Londres, et les Anglais étaient plus friands de ce qui était nouveau que les Français. Assez bizarrement, les Français étaient plus conservateurs, alors que les Anglais étaient plus novateurs. Donc, en fait, à chaque fois qu'Erard a trouvé une innovation, quelque chose qui changeait, il a commencé par la tester sur le marché anglais. Et alors, comme ça allait sur le marché anglais, systématiquement, les cadres étaient frappés du sigle de la couronne d'Angleterre. Donc, c'est pour ça qu'on voit sur un piano français les fameuses armoiries Dieu est mon roi, on y soit qui mal y pense. Voilà. Et donc, ce piano a été destiné au marché anglais. Alors, il n'a pas été envoyé en Angleterre finalement parce qu'il n'y avait pas de demande à cette époque-là. C'est l'ambassade de France, c'est le ministère des Affaires étrangères qui a acheté ce piano et il est parti dans les ambassades. D'ailleurs, Berlioz, dans le texte Le piano devenu fou, dit que Erard fabrique ce piano pour le concours du conservatoire, pour le faire jouer, pour qu'il soit moins dur, pour le livrer en Angleterre. Ah oui. Tout à fait. Voilà. Alors, ça, c'est la caractéristique d'Erard. Donc, corde parallèle, cadre serrurier. Et après, voilà. Il y a une autre caractéristique fondamentale chez Erard qu'il a gardé longtemps, c'est les étouffoirs par-dessous les cordes. C'est-à-dire que si on regarde un piano moderne, les étouffoirs en demi-lune noire se trouvent au-dessus des cordes. Ouais. Et chez Erard, l'étouffoir est dessous. Ce qui fait qu'en fait, lorsqu'on joue la note, le marteau vient taper la corde et l'étouffoir descend. D'accord. Alors que sur le piano moderne, l'étouffoir monte. D'accord. Alors, quelle est la différence? C'est qu'en fait, lorsqu'on lâche la corde, il faut qu'il y ait un ressort qui repousse l'étouffoir, sinon il restera en bas par la gravité. Donc, en fait, quand on lâche la corde, lorsqu'on lâche la note, l'étouffoir remonte parce qu'il est poussé par un ressort. Sur les étouffoirs modernes, il redescend par son propre poids. D'accord. Voilà. En fait, sur les pianos modernes, l'étouffoir étouffe beaucoup mieux que ces systèmes d'étouffoir. En fait, sur un piano moderne, on appuie sur une touche, quand on lâche, le son est coupé net. Ouais. Avec ce système chez Erard, la corde a tendance à continuer à vibrer un peu, ce qui fait que les harmoniques restent en l'air. Et ce qui se passe, c'est quand on écoute un piano avec des étouffoirs par-dessous et un piano avec des étouffoirs par-dessus, on a une nette sensation que le son est beaucoup plus brutalement interrompu que sur un piano comme ça. Je comprends, oui. Ah oui. On entend. Ah oui, on entend clairement on là, entend oui. la septième. Ah, allô, ouais. En fait, c'est une harmonique qui est au-dessus, je crois 2 octaves au-dessus, à la septième. Ça, je suis pas si fort en... Oui, oui, oui. On revient, attends. Et il y a des pianistes qui recherchent ça. Et en fait, je pense que Ravel, quand il a composé ses œuvres sur ce modèle-là, parce que c'est vraiment le modèle de Ravel, il avait les étouffoirs en dessous, et je pense que les compositions qu'il a créées, c'était dans cette ambiance-là, oui, tout à fait, oui, c'est possible. Hein. Il entendait, donc en fait, je pense, enfin, quand il composait, il devait composer en fonction de ce qu'il avait sous les doigts, puisqu'il avait cet Erard. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne retrouve pas sur un piano moderne peut-être ce qu'il avait lui imaginé comme harmonique. Oui, d'où l'intérêt musicologique en fait évident que de réentendre ces œuvres sur des instruments sur lesquels ils ont été composés. Puis ça, c'est une chose qu'on comprend très bien. Hein. Tu vois, c'est une démarche qu'on comprend très bien. Tu vois, de se dire que évidemment c'est le son du compositeur qu'on a à l'oreille. Ouais. Bon, mais c'est cool. Moi, j'ai été surpris parce que